Salut à tous, je suis super content de faire cette vidéo parce qu'elle est un petit peu particulière. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Salut les amis de la REB, c'est Mick. Alors je tiens à préciser en préambule que si je porte la casquette, c'est parce que j'ai un soin capillaire complètement inexistant et je ne vais pas vous infliger ça, cette vision d'horreur. Donc voilà, vous m'excuserez et c'est quand même très bien avec la casquette, je trouve. Ok, pas de souci. Bah écoute, merci déjà d'être là. J'ai quelques questions pour toi, notamment à propos de Fuel Fresh, qui est du coup ton dernier album. Et dans cet album, tu traites de plein de sujets variés. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais résumer de quoi traitent les morceaux de l'album? Non. Ah! Je peux pas vous le résumer en quelques mots, c'est ça en fait la particularité de cet album, c'est qu'à la différence d'un Nuntius ou d'un Relecture, donc les albums précédents, Fuel Fresh n'a pas vraiment de trame, il n'y a pas de... c'est très discontinu, ce sont 10 morceaux complètement différents, c'est pour ça que j'aime les décrire comme des petites capsules, des boissons aux saveurs différentes que tu goûtes. Tu passes du coq à l'âne en fait, tu passes du lièvre à la tortue. Je parle de ma passion du basket et dans la track suivante je vais parler des migrants. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de ligne conductrice. Il y a un fil conducteur à la limite, ça serait Nitu, le beatmaker qui produit toutes les instrus, mais sinon ouais, Fuel Fresh c'est 10 morceaux complètement différents qui se succèdent. D'accord. Alors, l'avantage c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et ma question suivante c'était, comment est-ce que tu as fait pour réaliser cet album? C'était pas un peu compliqué avec le coronavirus et tout ça? Le contexte coronavirus forcément fait que tout est un peu compliqué, ou en tout cas on doit s'ajuster. Donc j'ai presque envie de vous dire oui c'était compliqué, mais en fait pas tant que ça. Avec Nitu on a réussi à s'organiser quand même pour être efficace. Avec les moyens de communication maintenant on peut très vite s'adapter et quand même travailler en équipe. Donc en fait les rôles étaient plutôt bien définis et c'est sûr que c'est pas évident de travailler avec un beatmaker qu'on ne voit jamais et on est toujours obligé d'échanger par téléphone ou par message avec des messages vocaux, etc. Mais globalement ça va, hein, ça a été, c'était pas si difficile que ça de produire cet album. Moi je m'occupais de la partie donc écriture et puis rap, enregistrement. Nitu s'occupait du mix, du mastering, de modifier les prods, d'arranger. Donc finalement ça a été, c'était cool. Même si forcément le coronavirus et le confinement à l'époque faisaient que ça restait un petit peu inconfortable quand même. Ouais, j'imagine qu'il a fallu s'adapter un petit peu. D'ailleurs, il y avait d'autres artistes qui ont collaboré avec toi sur le projet et plusieurs featuring. Comment ça s'est passé avec les artistes? Est-ce que tu penses que tu vas refaire des collabs avec eux par exemple? Si je pense refaire une collab avec eux, pourquoi pas? Parce que le contact est très bien passé. C'était un plaisir de bosser avec eux. Alors il y avait des personnes qui étaient en Belgique et puis il y a un autre gars qui bossait de Lyon. Globalement là aussi la communication était vraiment cool. Il n'y avait pas trop de relance, pas trop de galères en termes d'aller-retour. Ouais, il y avait de la bienveillance, ils étaient réactifs, proactifs, ils étaient aussi force de proposition. Et quand je dis ils, enfin, je parle donc de deux chanteurs de Crazy Hope, Andé et John. Je parle de Redboy le rappeur et je parle bien évidemment de Tenj le chanteur. Tous ont été super cool dans leur façon de travailler et pour tous je suis satisfait, amplement satisfait, clairement très satisfait de leur contribution et je trouve que les feats sont de bonne qualité. On s'est bien trouvé parce que parfois ça arrive en fait de vouloir faire une collaboration avec des artistes talentueux et se rendre compte après que ça ne matche pas forcément, alors que là ça n'a pas été le cas. C'était vraiment c'était cool, c'était bien trouvé. Ok, cool. Je pense que c'est toujours sympa de travailler avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et j'avais une autre question. Comment est-ce que tu fais pour trouver ton inspiration? Est-ce que tu es plutôt du style à devoir faire quelque chose d'autre à côté ou tu as plutôt besoin d'une ambiance calme et sereine? Pour la question de l'inspiration, j'ai pas vraiment de réponse. On me la pose souvent celle-ci, mais en fait il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va dépendre, hein. C'est un peu ce que je raconte dans Lundi Mardi, dans mon critérium incarné. L'inspiration me visite presque, tu vois. Elle prévient pas, elle peut venir en plein transport en commun, en plein trajet dans le train. Elle peut venir même dans le sommeil pratiquement. Parfois elle vient quand je suis vraiment très calme, parfois elle vient justement dans des émotions assez mouvementées, des émotions fortes comme la tristesse, la colère, la frustration, etc. Donc il n'y a pas de schéma. Quand l'inspiration est là, par contre, il faut la saisir vite et il faut prendre le critérium et le carnet et noter tout ça. Ok, excellent. Faut toujours garder ça sur soi alors. Au fait, dans l'album, il y a le morceau Théo Rap qui, je pense, a bien plu. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus comment est-ce que tu l'as écrit? Théo Rap, je l'ai écrit il y a longtemps.
C'est d'ailleurs pour ça qu'entre-temps, pendant le premier confinement, j'avais sorti le projet Printemps-été, justement parce que j'aimais faire ce parallèle entre la musique et la nourriture et imaginer mon rap, en tout cas le rap que je propose, comme une infusion, comme quelque chose qui va faire du bien au cœur et au corps, un peu comme une bonne infusion, comme du thé. Donc j'avais déjà écrit Théo Rap parce que je faisais aussi le parallèle avec ma façon de me nourrir. J'essaye de faire un peu plus attention à ce que je mange et aux éléments, on va dire, nutritifs de chaque aliment. Et je me disais, ouais, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Et parfois, ton corps même réclame des choses saines. Et t'en as marre de manger des choses qui te bousillent un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit Théo Rap. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker l'article que j'ai écrit pour Imago Dei. Vous tapez imagodei.fr, vous tapez Mick, vous allez trouver cet article qui parle de la fameuse détox qu'on peut proposer pour nos oreilles. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui a environné l'écriture et la composition de Théo Rap, qui peut aussi s'écrire Théo, T-H-E-O, Rap. Ah, en tout cas, ce morceau-là, personnellement, je l'ai beaucoup aimé aussi. Et il y a un autre morceau qui m'a marqué, il s'appelle La Vérité. J'avais quelques questions à me poser dessus. Il commence avec une voix qui a l'air tout droit sortie d'un vieux film. Qu'est-ce que c'est au juste et pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre ça là? Alors déjà, j'ai choisi de mettre cette petite voix parce que j'aime ce genre d'ambiance, ce genre de voix vraiment à l'ancienne. Je trouve que les films d'époque, en noir et blanc, puis avec ces voix un petit peu nasillardes là dans les vieux films français, elles ont un certain charme. Et puis ce sont des films qui sont très bien écrits. Généralement, les dialogues sont parfaitement écrits. Donc j'aime bien ça. Et puis la phrase n'est pas mise là au hasard. On sent un mec qui est un peu énervé, qui est contrarié, qui dit voilà, j'ai eu peur, c'est ça que tu voulais entendre. Comme si là il est en train de cracher une vérité qui l'arrache un peu la gorge, mais oui, voilà, il l'avoue. Et voilà, ça introduisait pour moi, je pense parfaitement, ce morceau de la vérité qu'on recherche tous, mais qui peut être à la fois dérangeante, perturbante pour la personne qui écoute, et puis aussi humiliante pour la personne qui doit exprimer une vérité, comme cet acteur. Ok, chouette. C'est vrai que ça a son charme. Et dans le texte, tu as choisi de personnifier la vérité. On pourrait se dire que c'est juste une jolie figure de style, mais pourquoi est-ce qu'à la fin tu te demandes à qui se fier, puis tu as fini par me crucifier? La vérité, j'ai voulu la personnifier. S'il n'y a rien de nouveau, on sait que Jésus lui-même s'est proclamé la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Mais je me suis dit, voilà, si vraiment la vérité était une personne qui là me côtoyait tous les jours, qu'est-ce qu'elle me dirait? Et puis, est-ce que je me sentirais à l'aise auprès d'elle? Donc, c'est vrai que j'ai essayé de faire plusieurs allusions aux expressions autour de la vérité qui blesse, voir la vérité en face. Donc, je fais beaucoup d'allusions à ces expressions idiomatiques, mais forcément, je vais faire des références à la Bible parce que je suis croyant. Et à la fin, effectivement, je dis on ne sait plus à qui se fier, puis tu as fini par me crucifier. Bah, c'est ce qu'on a fait parce que Jésus, en tant que vérité, a lui aussi dérangé et finalement on avait tellement marre de ce qui pointait du doigt les vraies choses mauvaises et mettait en lumière ce qui n'allait pas dans la société, notamment chez les pharisiens. Et ben il dérange et on finit par le crucifier. Donc effectivement, c'est un petit clin d'œil à la Bible. Ouais, c'est une belle référence à Jésus. Et c'est vrai que si on l'avait loupé un peu pendant le morceau, au moins la dernière phrase du couplet, elle nous aiguille quand même pas mal. Et à un autre moment dans le morceau, tu dis « Si tu me cites, s'il te plaît, ne me cite pas qu'à moitié ». Je voulais savoir, est-ce qu'en écrivant ça, tu pensais à un exemple en particulier? Oui, forcément. Là encore, c'est un lien entre la Bible et ce que dit la Bible et ce que disent aussi certaines de nos expressions. On ne peut pas dire une vérité, on parle souvent à demi-mot, voilà, on dit souvent des demi-vérités. Ce n'est pas la vérité entièrement. Et parfois, on essaie de s'en sortir lorsqu'on est dans des situations un peu bloquées ou délicates en ne disant qu'une partie de la vérité. Et je pense que la vérité en personne nous dirait « Attends, tu te moques pas de moi. Soit tu me cites en entier, soit tu optes pour le mensonge clairement, mais fais pas entre les deux. Il n'y a pas de demi-mesure dans la vérité. » Et je pense que dans ce sens-là, on peut trouver plusieurs versets dans la Bible qui parlent de ça. Ouais, personnellement, j'ai direct pensé au verset où Jésus dit « Il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Et je pense que dans 99% des cas, cette phrase, elle est citée à moitié, quoi. Et j'avais une question par rapport à la fin du morceau. C'est vrai qu'elle peut surprendre. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrête la musique alors que le refrain est sur le point de commencer. Pourquoi est-ce que ça se termine comme ça? Alors c'est drôle parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont écouté ce morceau, on va dire en avant-première, puis
qui ne comprenaient pas. Ils disaient mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bugué? Est-ce que Nitu a bâclé le mix? Mais très vite, j'ai kiffé parce que ils m'ont fait comprendre qu'ils ont, après réécoute, ils ont compris ce que ça voulait dire. Voilà, cette vérité dérange tellement que même l'auditeur sur ce morceau-là n'en peut plus, puisque ça met mal à l'aise, il en a marre, donc il appuie sur stop. Donc voilà, c'est un peu ce lien, encore une fois, avec Jésus qui a été crucifié. Nous, on ne veut même pas aller jusqu'au bout de ce texte qui pointe trop de vérité. Alors on arrête et on le coupe. Ouais, c'est vrai que surtout à la première écoute, ça fait son effet. Et ma dernière question pour toi, c'est qu'est-ce que c'est ta punchline préférée du morceau? Il y en a plein. Le mec, il aime trop ce qu'il écrit. Non, en fait, je crois qu'il y a au début, je dis « Je suis l'irréfutable, le banc des jurés acquiesce, ma défense ne trompe pas, je suis l'éléphant dans la pièce. » En fait, j'aime bien cette punchline parce que je fais une double référence. Je dis « Je suis l'irréfutable, le banc des jurés acquiesce. » Donc, on voit le banc des jurés, donc c'est un peu le champ lexical du tribunal ou d'un jugement. La défense ne trompe pas, donc la défense comme un peu pour les avocats, etc. Donc toujours ce milieu-là. Mais en fait, si on écoute bien, il y a aussi une référence à l'animal, l'éléphant, parce que ma défense, la défense de l'éléphant, ne trompe, comme la trompe, pas, je suis l'éléphant dans la pièce, parce que l'éléphant dans la pièce, bien sûr, c'est la vérité qui parfois est évidente, mais qu'on contourne. Donc voilà, j'ai kiffé je ne sais pas si vous avez tous capté ces références, donc à la fois au tribunal et à la fois à l'éléphant. J'avoue que moi, personnellement, la trompe et la défense, j'avais pas remarqué. En tout cas, merci beaucoup, Mick, pour toutes ces réponses. C'était un vrai plaisir de t'avoir sur la Reb. Et puis, pour terminer, je te laisse le mot de la fin. Voilà, j'espère qu'en tout cas, vous en savez plus maintenant sur Fuel Fresh. J'espère que ça vous donne envie de réécouter l'album. J'ai pris un grand plaisir à composer tous ces morceaux en tout cas et à travailler avec Nitu. On est très fiers de ce projet, donc merci de continuer à streamer. Allez même l'acheter sur mon site officiel, c'est encore mieux. Et puis à bientôt et courage à tous les rébellutionnaires, hein, c'est comme ça qu'on dit je crois. À tous les adeptes de la rébellion, je vous aime, je vous embrasse et tenez bon. Ciao.